Avec nous, direction Nantes maintenant pour vous raconter l'histoire d'Angelina, 23 ans, récemment convertie à l'islam, qui a poignardé son père en affirmant qu'il refusait qu'elle porte le voile. La veille, elle avait menacé sa mère de la planter. La jeune fille a été condamnée il y a 48 heures, donc à 10 mois de prison ferme, avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Nantes. C'est une jeune fille qui est inconnue de la justice, titulaire d'un CAP d'aide à la personne. Elle a expliqué que ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne musulmane. Le procureur de la République de Nantes a expliqué que le fait de justifier la mort de son propre père au nom de sa propre religion est quelque chose de l'ordre de l'horreur et de l'abomination. On est avec Malik Bezou, qui est essayiste et spécialiste de l'islam en France. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. C'est une radicalisation d'une jeune fille, a priori sans histoire, qui peut surprendre. Comment on arrive finalement à retourner la tête de ces jeunes, qui sont des jeunes comme on en croise tous les jours? Écoutez, c'est un phénomène qui malheureusement existe déjà depuis plusieurs décennies en réalité. C'est moi ce que j'appelle la wahhabisation des esprits, parce qu'il faut se replonger dans l'histoire. Dans les années 50, le wahhabisme, le courant théologique extrémiste que l'on peut considérer hérétique, s'est propagé à la faveur aussi du soutien des Américains pour lutter contre l'influence soviétique. Et du coup, la conséquence, c'est que ce wahhabisme a fait souche un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'islam, enfin la théologie musulmane est largement infectée par ce courant-là. Et ce courant-là est porteur d'un extrémisme, d'une radicalité, d'une intransigeance extrême. Et donc il n'est pas étonnant que des jeunes aujourd'hui, dans un contexte où on lit de moins en moins, où on fait de moins en moins d'efforts pour approfondir le sujet, on se base sur les réseaux sociaux, etc. Et donc c'est la conjoncture, c'est le mélange, si vous voulez, d'une espèce de misère scientifique, intellectuelle, théologique, avec l'imprégnation de ce courant extrémiste qui est là pour longtemps, malheureusement, et qui a fait souche. Ce qui est étonnant, Malik Bezou, ce qui est étonnant quand même, c'est de se dire à quel point il faut retourner la tête de quelqu'un pour qu'on en soit à poignarder. C'est-à-dire que même les autorités judiciaires n'en reviennent pas. Vous avez entendu ce qui a été dit. C'est-à-dire à quel point il faut retourner la tête de quelqu'un pour lui dire tes parents veulent pas que tu portes le voile, je vais aller le poignarder. Enfin, ça paraît totalement dingue. Alors, ça peut paraître comme ça totalement fou, comme vous le dites, pour prendre votre expression, mais nous sommes dans l'embrigadement sectaire. L'histoire des sectes a montré que l'on pouvait amener des individus à se suicider. Et là, on pousse des individus à prendre une arme contre un proche, un très proche, un parent. C'est l'embrigadement sectaire dans ce qu'il y a de plus tragique. Et rien d'étonnant en cela, c'est une réalité. On sait que ce phénomène existe. Et ça concerne ici une religion, malheureusement, parce que largement imprégnée, infectée, j'allais dire, de ce courant-là qui est le wahhabisme, malheureusement. Merci beaucoup Malik Bezou, merci d'avoir été avec nous, essayiste et spécialiste de l'islam en France. C'est vrai que Mathieu Vallée, c'est assez glaçant quand même cette affaire. C'est-à-dire que la jeune fille, elle dit « Mes parents veulent pas que je devienne musulman, mon père veut pas que je me mette le voile ». Et tout à coup, elle poignarde son père. Oui, c'est vrai que là, on a quelque chose d'inquiétant qui est de la conversion à l'islam, de ce que j'ai compris. Exactement. À une radicalisation islamiste de cette religion qu'elle dévoie en poignardant son père par rapport à le motif religieux, notamment le port du voile. On a aujourd'hui des difficultés pour détecter ces personnes qui se radicalisent, parfois toutes seules, sans avoir une intervention extérieure, notamment par les réseaux sociaux, notamment par des moyens sur lesquels on n'a pas une prise directe. C'est d'ailleurs ce qui inquiète les services de renseignement, c'est qu'avant, on avait des structures organisées, on avait des actions projetées depuis l'extérieur ou par des organisations identifiées. Là, aujourd'hui, on a Monsieur Tout-le-Monde qui, de jour au lendemain, peut se convertir, se radicaliser et ensuite, parfois même, passer à l'acte. Donc, ce qui est dingue, je vous coupe dans cette histoire, c'est que même les parents n'en reviennent pas. C'est-à-dire que les parents, ils sont, parce que le père a survécu fort heureusement, et le père à la barre a dit « Mais on l'a toujours aimé, on ne l'a jamais rejeté, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. » Même eux ne comprennent pas. C'est pour ça que chaque semaine, je suis un peu technique, vous avez une réunion autour du préfet avec tous les acteurs de la sécurité intérieure et du renseignement pour évaluer ces profils qu'on arrive à détecter, et qu'à l'époque, il y a le fichier de signalement de prévention de radicalisation à caractère terroriste, cet acronyme un peu barbare du FSPRT, qui fiche tous ces gens dont on peut détecter un changement de comportement, un changement d'habitude, un changement de pratique, et qui permettent d'évaluer, de les suivre et prendre des décisions pour protéger d'abord leur personne et notamment celle des autres. Mais c'est aujourd'hui un véritable défi pour notre République.
République, qui est celle de détecter à bas bruit, à bas source, si j'ose dire, ces comportements qui peuvent passer du jour au lendemain en radicalisation et à l'acte, comme ça a été fait rapidement, et comme le père, vous le dites à juste titre, l'a évoqué à la barre du tribunal lorsque l'affaire a été présentée à la justice. Maître Noguer, c'est vrai qu'on est dans des situations qui sont compliquées parce que c'est difficile. Non seulement elle se convertit, mais en plus elle se radicalise, et visiblement sans que personne ne s'en rende compte, pas même les parents. Si, visiblement, ils s'étaient rendus compte, puisque ils ont vu le voile. Non, mais pas la radicalisation à ce point-là. Oui, non, mais ce que je veux dire que je trouve intéressant. Parce que le voile, j'appelle pas ça la radicalisation. Moi. Non, mais voilà, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on a, à l'échelle familiale, une problématique qui est plus générale, sociale, à la fois sur cette question, mais à la fois aussi sur la question de ce qu'on pourrait appeler la laïcité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression que le conflit familial duquel va résulter cet acte extrêmement extrême, résulte aussi des parents qui veulent pas qu'elle porte le voile et donc qui acceptent pas forcément cette conversion. Et c'est vrai que c'est toujours le débat, c'est-à-dire que il y a à la fois cette question de la liberté religieuse, de dire vous avez le droit de vous convertir, vous avez le droit d'adopter la religion que vous voulez, et à un moment donné aussi un regard soit social, soit le regard des parents qui dit mais j'ai l'impression que ce que tu fais c'est dangereux et donc j'aimerais t'en empêcher. Et de cette confrontation, effectivement parfois il y a des violences qui résultent et c'est compliqué parce que est-ce qu'ils auraient dû laisser cette fille vivre la religion telle qu'elle voulait, peut-être plus tard de changer d'avis autre, parce que quand on est adolescent, je veux dire, aujourd'hui c'est l'islam, il y a quelques années c'était le bouddhisme, dans les années 70 c'était le New Age, il y a toujours des tendances. Ou est-ce que je suis pas sûr que les conséquences soient les mêmes. Je suis pas sûr que quand on était New Age, par exemple, il y ait les mêmes conséquences que sur certaines personnes qui deviennent musulmanes et qui se radicalisent. Il y a eu un certain nombre d'affaires. Les New Age radicalisés, j'en ai pas croisé beaucoup. L'affaire Charles Manson, par exemple, aux États-Unis, c'est plus sectaire. C'est de ce dont on parle. C'est exactement ce dont on parle. On parle de radicalisation. Là, on parle pas de secte. C'est pas une secte, la radicalisation. Non, mais le sectarisme, c'est quoi? C'est des pratiques religieuses qui vous isolent du reste du monde et qui vous amènent à avoir des pratiques extrêmes. C'est exactement la même chose. Là, on est tout à fait d'accord. C'est qu'on parle de pratiques sectaires et donc effectivement d'un embrigadement qui, lui, par contre, remonte à quelque chose qui est pour le coup un peu différent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des sectes, elles existent, elles sont mobilisées, manipulées. Aujourd'hui encore, elles sont moins visibles parce que il y a une religion qui fait beaucoup plus l'actualité par ses dérives sectaires lorsqu'elles le sont remarquées de ce type. En l'occurrence, porter un coup de poignard à son père parce que le père, en autorité parentale, lui dit non, tu ne seras pas voilé dans ma maison, ainsi de suite. C'est quand même quelque chose qui est très particulier. Il faut quand même élargir le champ du regard et se dire qu'effectivement, c'est lié à une intrusion permanente et une conquête, si vous voulez, religieuse qui se fait, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et ne soyons pas naïfs. C'est pas aller contre l'islam que de dire qu'à un moment donné, ces individus, ces jeunes gens sont impactés. À partir du moment où ils sont impactés une fois, qu'ils ont récupéré, c'est le principe du marketing sur les réseaux sociaux. Vous avez une individualisation qui se crée et à partir de moment où vous avez attraper quelqu'un, pêcher quelqu'un, vous ne le lâchez plus. Oui, mais il y a surtout l'utilisation de la violence aussi. Parce qu'elle pourrait dire, cette fille, je me barre de chez mes parents, ils veulent pas que je porte le voile, je me barre. Et là, et c'est ce que le procureur de la République disait, on est dans l'ordre de l'horreur et de l'abomination. D'aller poignarder son père, simplement parce qu'il refuse que vous portiez le voile, il se passe quelque chose quand même. On est rentré dans quelque chose où l'exemplarité de ça, celui qui est contre toi, celui qui est contre nous, cet ensemble, est un ennemi. Est un ennemi et cet ennemi doit être châtié et éliminé. C'est ce qu'ils reçoivent et qu'ils reçoivent de plus en plus. Donc si on ne lutte pas sur ce terrain, pas contre la religion, mais si on ne lutte pas sur ce terrain d'une radicalisation, à partir du moment où on a individualisé la relation avec ces êtres humains qui sont largués, plantés tout seuls ou pas, eh bien c'est terminé. Donc il faut absolument... Et c'est la violence qui devient la solution. Comme toutes les sectes, mais c'est là où je dis que c'est compliqué. C'est-à-dire que j'entends... Non mais attendez, j'entends ce que vous dites. Il faut lutter contre cette radicalisation. On est tous d'accord. Mais la question c'est quels sont les moyens de cette lutte. Parce que si les moyens de cette lutte c'est de dire... Les flux, maître. On connaît les flux. Non mais là, avec cette jeune fille dans ce cadre-là individuel, c'est de la question, elle se pose concrètement. Est-ce que c'est de lui dire, je t'empêche absolument de pratiquer une religion parce que j'ai peur que ça devienne tant. Voilà, mais c'est là. Non mais ça prouve qu'aujourd'hui ces gens-là sont des dangers. D'ailleurs, je pense que le verdict, à mon avis, c'est vous qui êtes le spécialiste, mais je pense que le verdict montre bien qu'on estime que c'est un danger parce que c'est 10 mois ferme et maintenu en prison. Donc ça veut dire quand même
que la justice pense qu'il y a un vrai danger et qu'elle représente un vrai danger. Parce que le père n'est pas mort, le père a été blessé simplement. Et donc, si on la maintient en prison et 10 mois ferme, c'est que c'est assez costaud. Paul-Antoine. C'est un phénomène qui, malheureusement, n'est pas nouveau. Il y a, parmi les Français qui ont rejoint Daesh quand Daesh existait, il y avait quand même un certain nombre de convertis. Il y a aussi une radicalité chez les nouveaux convertis. Oui, il existe toujours. Daesh existe toujours. Oui, Daesh existe toujours. Mais Al-Qaïda et Acme. Voilà, mais il y avait, malheureusement, à la grande époque, si je puis dire, il y avait un certain nombre de convertis qui sont allés, et des jeunes. Il y avait quand même beaucoup de jeunes Français qui sont partis, qui ont rejoint Daesh, et justement qui étaient exaltés. Et ce problème de radicalisation chez les jeunes, il est de plus en plus important, et comme vous le disiez, il est de plus en plus compliqué à détecter, parce que maintenant, en ligne, sur YouTube, vous avez... Et personne ne surveille. Personne ne surveille, en réalité. D'ailleurs, rapidement, rapidement, parce que qu'on parle d'une autre affaire. J'y pense. On a réussi à lutter grandement contre la pédopornographie en criminalisant les personnes qui consultaient ces sites ignobles. Et j'estime que le Conseil constitutionnel, à la demande de la Ligue des droits de l'homme, a censuré à l'époque l'article qui permettait de mettre en délit la consultation habituelle des sites djihadistes. Vous prenez l'affaire, parce que c'était récemment le cas de Dominique Bernard à Arras, son assassin avait consulté des sites, mais c'était pas répréhensible. Et quand on sait que la DGSI, la Direction générale secrétaire, avait eu du mal à judiciariser son comportement avec une telle infraction, on aurait pu ouvrir une enquête judiciaire et les présenter à la justice. J'estime que consulter des sites pédopornographiques, c'est aussi grave que consulter des sites où on décapite des gens et on prône une idéologie islamiste qui vise à tuer des gens. De cette jeune fille. Non, mais je parle en général. On parle en général. Aujourd'hui, l'arsenal assez intelligent pour savoir qu'on parle en général. Qu'aujourd'hui, l'arsenal législatif, il permet de le faire. Vous savez que vous avez l'entreprise. La consultation habituelle des. Oui, mais. Laissez-moi finir. Vous avez l'entreprise individuelle terroriste. Vous avez l'association de malfaiteurs en matière terroriste. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de cas dont j'ai eu à connaître. Laissez-moi finir. Dont j'ai eu à connaître. Où effectivement, le fait d'avoir des consultations régulières de sites djihadistes ou de sites qui font l'apologie du terrorisme permettent de. La justice a cassé des décisions, notamment la Cour de cassation. J'ai eu une affaire spécifiquement sur ce cas-là. Une affaire sur tout. En tout cas, moi aussi, j'ai des policiers. Je suis des policiers, donc chacun notre vision. Bon, allez, je vais vous parler d'une autre affaire. Là, l'avocat